Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité. On évoque la situation en Centrafrique avec cet accord de paix. Les signataires se sont accordés sur un nouveau gouvernement. L'information est tombée en fin d'après-midi aujourd'hui. On va l'évoquer tout de suite en décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix en Centrafrique négocié début février à Khartoum se sont mis d'accord sur un gouvernement inclusif à Addis Abeba. C'est ce qu'a annoncé l'Union africaine. Je suis heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, au siège de l'Union africaine, les signataires ont trouvé un accord sur un gouvernement inclusif en Centrafrique, a écrit sur Twitter le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA et principal médiateur de cette réunion, Smaïl Chergui. Mamadou Diouf, on a d'abord vu Smaïl Chergui, la même personne très optimiste à la signature de l'accord de paix il y a quelques semaines. Et puis, on a vu toutes les difficultés qui sont survenues aujourd'hui. Est-ce qu'il faut croire que c'est la bonne? C'est peut-être trop tôt pour croire que c'est la bonne, mais c'est la première fois que sur les 8 accords qu'on a signés, après des difficultés par rapport à un accord, que les gens respectent ce qui avait été dit. Puisqu'avec le dernier accord signé à Khartoum, il l'a toujours répété, de même que le président de la Commission de l'Union africaine, s'il y a des problèmes, il faut saisir ceux qui ont été les facilitateurs. Et heureusement, c'est ce que les groupes armés ont fait. Les 5 qui sont sortis d'abord, c'est ce qu'ils ont fait, mais finalement, on est allé jusqu'à 11. Ils ont accepté de les saisir. Et il faut se féliciter également de la rapidité dont l'Union africaine a pris cette affaire à bras le corps. Parce que c'est le 6 que les gens ont décidé de sortir du gouvernement. Et le même 6, le même Smaïl Chergui a pris contact avec eux. Il a pris contact avec le nouveau Premier ministre pour dire aux gens non, venez, on va négocier. Et ce sont ces négociations qui ont abouti aujourd'hui à cet accord sur un gouvernement. Mais avec l'éternel problème, quand on regarde le communiqué, sur quoi on s'est entendu, on ne nous l'a pas clairement dit. L'autre élément, c'est que l'accord était un accord global. Il y avait une partie qui concernait le gouvernement. Mais il y avait d'autres choses qui concernaient d'autres éléments au niveau de la Centrafrique, y compris la lutte contre la corruption, le recrutement de tous les Centrafricains sans faire de discrimination entre les gens, le fait d'accepter l'unité nationale, le fait de refuser d'avoir recours aux armes. Ils n'ont pas remis en cause tous ces éléments cette fois-ci. Donc ce n'est pas l'accord qui a été remis en cause. C'est un aspect dans l'accord et c'était l'aspect gouvernement. Je me dis qu'entre autres, ça fait partie des raisons pour lesquelles il a été plus facile cette fois de pouvoir renégocier et trouver une solution que les autres fois où parfois c'est l'accord en tant que tel qui était tout bonnement remis en cause. Alors, on a vu quand même ces groupes armés dénoncer ce gouvernement. Il y a juste eu 6 groupes armés qui étaient représentés dans le gouvernement avec des portefeuilles pas véritablement très réluisants. Aujourd'hui, si Smaïl Chergui parle en ces termes, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont obtenu beaucoup plus? Je me dis que certainement, ils ont fait usage de l'article 35, aussi bien par rapport au groupe armé que par rapport au gouvernement, parce qu'après l'article 34, l'article 35 parlait de sanctions. Et je crois que dans ce genre de situation, moi, ça a toujours été ma position, on ne peut pas laisser 2 groupes s'affronter et que leur affrontement se traduise par une misère pour l'ensemble d'un peuple. Et l'Union africaine, quand même, n'est pas une petite institution, même si elle a des difficultés. La Centrafrique ne peut pas tenir tête à l'Union africaine si l'Union africaine décide de prendre ses responsabilités. Je me dis que peut-être ils ont rappelé aux 2 parties que dans l'accord que vous avez signé, il y a également l'article 35. Ils ont dû également rappeler au gouvernement, parce qu'ici, quand les gens sont sortis, c'était plus à cause... ils disaient que le gouvernement n'était pas assez inclusif. Et je vois que dans les propos de Smaïl, il parle de gouvernement inclusif. C'est exactement le terme que les groupes armés avaient utilisé en disant que le gouvernement n'était pas inclusif comme il l'avait dit dans les accords. Alors que quand vous lisez le texte des accords, nulle part il y avait des précisions sur le gouvernement. Il y a une commission qui avait été créée, qui avait discuté, et quand les gens sortaient, ils avaient dit que ce qui avait été discuté dans la commission n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui a été discuté? On ne nous l'a pas dit.
Est-ce que c'était des quotas? Est-ce que c'était des portefeuilles ministériels qui devaient être donnés? On n'a pas la réponse. Et ici également, on ne nous donne pas la réponse. Moi, j'aurais bien voulu qu'on nous dise que les groupes armés auront le portefeuille, je ne sais pas moi, de la défense, ils auront celui de l'économie, ils auront celui des affaires étrangères, ils seront 5 ou 7 dans le gouvernement, qu'on ait quelque chose de concret. Parce que sinon, il y a également un jeu de politiciens. Oui. L'ancien gouvernement, c'était un jeu de politiciens. On a presque gardé tout le gouvernement précédent. Et certains portefeuilles ministériels ont été charcutés. Et la partie charcutée, qui était la partie la moins importante, on a distribué aux groupes armés. Il faut dire également que les groupes armés avaient une exigence qui n'était pas logique. Puisque certains parmi eux disaient que chaque groupe devait avoir au moins 2 représentants dans le gouvernement. Bon, 14 groupes, 2 représentants, ça fait déjà 28 personnes. Dans un pays comme la Centrafrique, 28 personnes, ça suffit déjà pour faire un gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait de celui qui a gagné les élections? Donc, il faut que des deux côtés, à mon avis, que l'Union africaine fasse pression pour qu'on soit dans du raisonnable et pour qu'on soit dans une solution de sortie de crise. Qu'on ne soit pas dans une solution qui nous envoie vers une autre crise. Alors, de toute façon, ce nouvel accord, on en saura un peu plus peut-être dans les heures et les jours à venir, mais il faut dire que ce n'était pas gagné parce qu'il y avait au départ 11 groupes armés qui avaient commencé par demander la démission du Premier ministre sous l'argument selon lequel il n'est plus crédible. Est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochaines heures et prochains jours à ce que le Premier ministre soit débarqué? Pas nécessairement débarqué, puisque le Premier ministre et les groupes rebelles se connaissent très bien. C'est lui qui a négocié cet accord avec les rebelles. C'est lui qui était à Khartoum pendant toute la négociation. Il n'était pas encore Premier ministre, mais c'est lui qui représentait le président de la République, puisque c'était lui son directeur de cabinet. C'est ensuite qu'il a été nommé Premier ministre. Et dans un premier temps, quand il a été nommé, il n'y a pas eu véritablement de contestation par rapport à la personne. La contestation portait plutôt sur la composition du gouvernement, bien que durant les négociations à Khartoum, les groupes armés avaient mis la barre très haute en réclamant carrément le poste de Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont demandé cette fois-ci? On ne nous le dit pas. Est-ce qu'ils ont demandé et obtenu le poste du Premier ministre? Ce qui veut dire qu'en ce moment que le Premier ministre actuel va partir. Ou bien est-ce que, comme d'habitude, on va couper la poire en deux pour ne pas déshonorer le président de la République? On va garder le Premier ministre en ne donnant pas tout également dans ce que les rebelles ont demandé. On augmentera le nombre de portefeuilles ministériels pour les rebelles et en même temps, on leur confiera des portefeuilles ministériels plus consistants que ce qui leur avait été confié au départ. Généralement, quand une médiation travaille, la médiation travaille souvent dans ce sens. On ne cherche pas à contenter l'un sans l'autre parce que ça risque de produire l'effet qu'on a vu avec l'accord. Une partie va refuser et l'accord n'aura plus de sens. Je me dis qu'ils devront peut-être trouver une façon de couper la poire en deux, laquelle on ne nous l'a pas encore dit. Alors, ce qui est quand même sûr, c'est que dans les prochains jours, on verra un changement au niveau du gouvernement. Oui, puisque ce qu'il dit est extrêmement clair. Les rebelles avaient dit que le gouvernement n'est pas assez inclusif. Lui, il dit que le gouvernement va être inclusif. C'est le même mot qui est utilisé. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du mot. Maintenant, comme on le disait, on l'a vu avec le Soudan quand il y avait le Soudan du Sud, quand il y avait les négociations, on est passé par les mêmes étapes. Ça passe, ça casse, ça passe, ça casse, parce que dans le partage du pouvoir, parce que dans ces négociations, il faut dire les choses comme elles sont. Le problème, c'est le partage du pouvoir. Vous voyez ici, sur tout l'accord, tous les autres points sont laissés alors que l'accord fait plus de 30 pages. Mais c'est ce point partage du pouvoir qui pose problème. Et je crois que l'Union africaine a déjà l'expérience avec le Soudan du Sud. Ils vont pouvoir user de cette expérience pour que dans le partage du pouvoir, qu'on ait quelque chose, non pas pour les rebelles, non pas pour le président actuel, mais plutôt pour la Centrafrique, parce qu'il ne faudrait pas que les populations soient, encore une fois, après avoir payé le lourd tribut, ceux qui vont être sacrifiés dans un accord de partage de pouvoir. Mais est-ce que ça ne donne pas l'impression comme si c'était les groupes armés qui dictaient finalement le tempo? En fait, ils ne dictent pas le tempo puisque l'Union africaine est là pour ne pas les laisser dicter. Mais la réalité, c'est qu'ils négocient en position de force. Ils ont 80% du territoire. Le président de la République a quoi? L'armée centrafricaine, tout le monde sait qu'elle n'existe pas aujourd'hui. Elle est en reconstruction. Donc même si le président de la République voulait dire non, où est cette force
qui va lui permettre de dire non et de taper du poing sur la table. Aujourd'hui, la Centrafrique est plutôt surveillée, j'allais dire sécurisée, par les 11 000 casques bleus des Nations Unies. En ce moment, même si le président de la République peut taper du poing sur la table, il est obligé de faire attention à la façon dont il va le faire parce qu'il est président de 20% du pays. Le reste du pays est en train aujourd'hui d'être géré, y compris sur le plan économique, par ces groupes rebelles. Donc, le président ne négocie pas en position de force parce qu'il ne maîtrise pas la totalité du territoire. Mais on a senti quand même, après la signature de l'accord de paix, que dans la formation du gouvernement, qu'il voulait garder la main, le président. Oui, mais ça c'est le politique. C'est toujours ça, le politique. On vous dit, j'accepte, je vous ai compris, mais après, quand vous voyez la mise en œuvre, ce qui a été dit n'est jamais ce qui est en train d'être fait. Puisque lui aussi, il a gagné des élections, il ne faut pas qu'on l'oublie. Les élections ont été acceptées d'un point de vue constitutionnel, celui du président de la République. Donc c'est lui qui détient dans le principe le pouvoir, même si dans la réalité, il y a une partie du territoire qui échappe carrément à son pouvoir. Bon, cela fait que quand on est dans ce genre de situation, le président de la République également doit pouvoir réfléchir pour se rendre compte de quelle est la limite objective de son pouvoir et de ne pas le dépasser. Et la limite est là parce que dans l'accord, on dit que pendant 24 mois, pour la sécurisation de la Centrafrique, ce qui est là aujourd'hui comme armée centrafricaine va être associé au groupe armé et c'est ces troupes mixtes-là qui vont assurer la sécurité sur tout le territoire. Ben, ce qui veut dire que ce n'est pas l'armée centrafricaine qui va gérer le territoire centrafricain. Bon, c'est très clair au niveau des accords. Ça montre que le président n'a pas les mains libres pour tout ce qu'il va pouvoir faire. Il n'a qu'à en tenir cela en compte et voir comment faire pour résoudre ce problème définitivement. Est-ce qu'on doit dire que l'Union africaine sera quand même au chevet de la Centrafrique jusqu'à sortie définitive de la crise? C'est ce qui est prévu. Pas seulement l'Union africaine, mais également les casques bleus. Parce que dans l'accord, il est prévu que les casques bleus, l'Union africaine et les Nations unies doivent veiller à ce que ce qui a été dit dans l'accord soit respecté par les deux parties. C'est écrit clairement au niveau des accords. Espérons qu'ils vont pouvoir le réussir pour le bonheur des populations centrafricaines. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après c'est l'invité.